Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech et c'est l'heure de la grande interview d'Émilie Sédikian, qui est la nouvelle directrice générale de Salesforce France. Nouvelle puisque c'est depuis le 3 mai, pardon. Le 3 mai, tout à fait. Alors Salesforce, je pense que tout le monde a entendu ce nom ou au moins l'a lu une fois dans sa vie. Je suis moins sûre de la bonne connaissance de ces métiers et de la manière dont l'entreprise exerce son métier. Salesforce, je dirais, donc en une phrase, je vous ai demandé d'ailleurs en une phrase de présenter Salesforce, mais dit c'est le pionnier de la gestion de la relation client dans le cloud. Et alors pionnier, oui, on peut effectivement dire que pionnier, puisque Salesforce est né à San Francisco il y a 22 ans. C'est Marc Benioff qui a fondé Salesforce avec une conviction assez visionnaire à l'époque, que c'était un peu le slogan, c'était la fin du logiciel. Alors pas le logiciel en tant que tel, mais tel qu'on le connaissait à l'époque, ce logiciel qu'on achète pour devenir ce logiciel qu'on loue comme un service. Et donc pionnier aussi au sens où le cloud, ce n'est pas juste l'infrastructure, mais c'est aussi le moyen de délivrer des services et donc de servir les métiers des entreprises qui sont clientes. Et ça va plutôt bien, je dirais, hein, pour le groupe. Plus de 6 000 employés dans le monde, un chiffre d'affaires... 60 000, pardon. Un chiffre d'affaires de plus de 21 milliards de dollars et en hausse de 24% en 2020. Alors ça, c'est l'effet transformation numérique accélérée pendant le Covid. Tout à fait. Il y a eu un vrai révélateur pendant la crise. Donc 2020, c'est à la fois une crise pour les entreprises, mais aussi un virage pour Salesforce, où l'urgence du digital est devenue un intangible. Et il y a vraiment eu ceux qui avaient déjà investi dans la tech et qui, du coup, ont pu, malgré des points de vente fermés, continuer leur activité sur le e-commerce, par exemple. Et puis ceux qui ne l'avaient pas du tout et qui ont eu vraiment un choc pour pouvoir reporter leurs investissements et s'y mettre très rapidement pour une question de vie ou de mort. Et c'est là où Salesforce prend tout son sens pour Même si c'était une période justement de crise, c'était pas forcément évident de faire des investissements. C'est vrai, mais en fait, il fallait quand même réagir. Si je prends par exemple un exemple sur la CCI de Bordeaux, ils avaient toutes leurs données qui étaient sur site, comme vous l'avez dit, hein, donc avec une informatique qui était un petit peu classique, et on les a aidés, même pendant la crise, à faire en sorte qu'ils puissent répondre aux demandes des entreprises qui étaient au bord de la faillite pour pouvoir les aider correctement. Et ça, grâce à des technologies comme Salesforce. Et alors, je sais que vous avez aussi Doctolib parmi vos clients. Doctolib a dû, j'imagine, aussi réagir face à la pandémie. Il y a eu un surcroît d'activité énorme. Alors, Doctolib, c'était une start-up en 2013. Donc, Ouais. en fait, aujourd'hui, on la connaît, mais souvenez-vous, en 2013, ils étaient peut-être 2 ou 3. Et donc, ils ont effectivement... Dès le début, ils ont travaillé avec vous, c'est ça? Exactement, parce qu'on travaille énormément avec les start-up. Et donc, ça permet, en fait, pour eux, d'avoir une scalabilité, de les accompagner, en fait, dans la durée. Et donc, on l'a fait pour Doctolib. Et aujourd'hui, c'est plus d'utilisateurs qu'Amazon en France, hein, Doctolib. Mais on le fait aussi pour plein d'autres start-up. Et notamment... Mais là, pendant la crise Covid, Oui. Doctolib a dû revoir ses besoins auprès de vous? En fait, ils bénéficiaient d'une plateforme qui leur permettait de les mettre en contact plus facilement. Mais une fois que vous avez Salesforce, que vous avez vos processus de gestion de relations clients installés, c'est uniquement un peu le paiement à l'usage. Donc, c'est que vous soyez 100, 1000 ou 10 000, quelque part, la scalabilité s'active en un instant. Donc, ça a été assez simple de les accompagner. Non, ça nous permet de mieux comprendre aussi les coulisses de la transformation numérique. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de souplesse et d'agilité. En fait, quand on se retrouve face à une demande croissante, on paye un peu plus cher le service pour avoir davantage de ressources allouées, c'est ça? Exactement. Et est-ce que vous diriez que là, donc on a accéléré sur la transformation numérique, ça y est, c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui en France, les entreprises ont fait leur transformation numérique, même si elle n'est pas forcément terminée, mais elle est faite? Je pense que vous avez des degrés de maturité qui sont hétérogènes aujourd'hui en France. Donc, vous avez à la fois des grandes entreprises qui ont fait le pas, qui ont investi, par exemple, sur une technologie comme Salesforce, c'est le cas d'Engie depuis 2014, et qui se sont structurées avec certains choix technologiques, mais aussi un changement managérial, un changement de culture d'entreprise. Ils lancent des centres d'excellence ou des digital factories, c'est le terme à la mode aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on ait des compétences qui changent au sein de l'entreprise.
entreprises, mais on a aussi un tissu dans les régions avec plein d'entreprises qui, elles, peuvent avoir le sentiment d'être un peu les oubliés de la tech. Et c'est ça aussi qui fait la différence d'un Salesforce, c'est qu'on adresse les grandes entreprises, mais surtout, on vient s'insérer dans les territoires et on adresse les PME, les PMI, quel que soit le secteur d'activité, pour, par exemple, gérer pour une ville, par exemple, type Issy-les-Moulineaux, où c'est le parcours du citoyen, avec la logique de guichet unique, et donc faciliter les services de la mairie. On peut aller sur une start-up, comme vous l'avez cité précédemment, pour l'accompagner dans la durée, ou des entreprises comme Etam, qui a énormément souffert pendant la crise. Souvenez-vous, Etam, c'est une société française, 1916, donc ils ont su traverser l'histoire, sauf que là, pendant la crise, ça a été extrêmement dur pour eux. Je pense qu'ils ont un peu plus de 2000 points de vente au global, qui ont dû fermer du jour au lendemain. Ah, mais tout fermé, je pense qu'il en restait peut-être 6 ou 7. Oui. Et donc, pour un Etam qui vit une crise pareille, l'économie du rebond, elle est clé. Sinon, c'est des emplois perdus, c'est une entreprise qui peut être à terre. Et en fait, on les a aidés à se dire comment on allie à la fois la réouverture des points de vente d'un côté, donc les anciens usages, mais également les nouvelles habitudes qui ont été prises pendant la crise. Parce que quand on était chez soi, on consommait de manière très immédiate, on pouvait aller directement sur du e-commerce ou faire du click and collect. Comment on réinvente en fait l'expérience du consommateur pour garder le meilleur des mondes? Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec Etam pour faire en sorte de réinventer l'expérience client, quel que soit le canal, en magasin, sur leur site, sur le mobile, mais également d'avoir une unification des stocks pour faire en sorte que la partie immédiate, l'impatience des clients puisse perdurer aussi et être très réactive dans la livraison. Il y a encore des secteurs, des activités qui n'ont pas réalisé leur transformation numérique? Alors, Philippe Delmas a parlé, puis alors vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'était sur le service public. Ouais. Donc, on a parlé tout à l'heure du vote électronique. C'est vrai qu'il y a aussi un fort enjeu. Alors, ça avance, il y a des choses, il y a des expérimentations, mais c'est très lent. Alors, le pas de vitesse, effectivement, il peut être un petit peu plus lent. Et c'est pour ça que j'ai décidé, depuis mon arrivée, de mettre aussi un coup d'accélérateur sur le service public. Oui. Donc, il y a Chantal Gernemont qui nous rejoint, qui est aussi une femme, et qui prend en charge le secteur des services publics pour faire en sorte... Qui vient de chez Enedis, voilà, service public également. Exactement, donc elle connaît bien ce domaine-là. Elle connaît bien le domaine, oui. Voilà, elle est experte sur son sujet et elle va faire l'articulation en quoi la tech peut répondre à un enjeu d'accélération, de la modernisation des services publics. Alors, je disais que le fondateur de Salesforce avait eu une vision assez tôt sur ce marché du logiciel comme un service. Comment vous voyez évoluer, vous, le marché du cloud et le marché du logiciel ? Alors, Marc Benioff... Votre propre transformation, finalement. Sur le marché français, vous voulez dire? Pas forcément, de manière globale, oui. De manière globale. Alors déjà, Marc Benioff aime à dire que Salesforce n'est pas un logiciel. Donc, il y a un fameux logo, un software avec une barre, pour dire que c'est pas qu'un choix de tech. C'est aussi le fait de dire que quand on investit sur un choix technologique comme Salesforce, très bien, ça c'est devenu un peu un intangible, le marché l'a compris. En revanche, qu'est-ce qui se passe derrière? Comment on s'assure que l'adoption de la technologie est faite? Comment on s'assure que les gens soient formés? Comment on s'assure que ça a un vrai impact sur la performance de l'entreprise? C'est-à-dire l'augmentation de la satisfaction client sur un Net Promoter Score. Ça veut dire l'augmentation des ventes. Pour faire en sorte que l'entreprise prenne sa part de cette économie du rebond. Et donc, la vision est de dire, un Salesforce doit certes proposer un produit qui innove de manière constante, avec 80 acquisitions en continu, mais également s'assurer de l'adoption. Et pour ce faire, on a une plateforme de formation qui s'appelle Trailhead. Mais là, vous me parlez de Salesforce. Moi, je vous pose la question de manière plus globale sur l'évolution de ce marché du cloud. Parce qu'on voit de plus en plus de data centers gigantesques qui posent des problématiques aussi, un peu comme on en parlait sur l'avion, des problématiques environnementales. Alors, il y a des engagements qui sont pris, mais on se dit, c'est la course folle au stockage de données dans des fermes de plus en plus géantes de serveurs. Jusqu'où on va aller? Est-ce qu'il y a d'autres modèles possibles? J'ai reçu ici, la semaine dernière, David Gurley qui a donc quitté les rênes de Symfony, licorne américaine,
pour lancer un nouveau projet dans le cloud en disant finalement, si on reliait chaque ordinateur, les milliards d'ordinateurs de la planète, on arriverait à faire une sorte de data center géant, mais chez nous. Comment vous voyez les choses évoluer? Jusqu'où ça va galoper comme ça, cette course à la puissance des fermes de data center? Alors, vous avez effectivement les géants qui ont été cités précédemment dans votre émission, puis vous avez aussi plein d'innovations qui existent avec plein de startups qui aujourd'hui se lancent, font des plateformes d'API. Et du coup, je pense qu'on va être dans un modèle hybride. On va avoir une consolidation au niveau marché, il ne faut pas se leurrer. Oui. Philippe Delmas l'a dit, les groupes vont devenir peut-être plus gros, mais je pense qu'aussi il y a toute une vague d'innovation sur lequel c'est des Et vagues en l'innovation peut-être continu. plus ouverte à la manière de ce qu'on voit sur la blockchain? Exactement, plus ouverte, blockchain, API, mais également aussi un Salesforce. Je reviens à mon sujet préféré parce que j'y crois. C'est que quand on prend par exemple la plateforme Salesforce, elle est ouverte. Vous avez aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui viennent et codent en améliorant des nouvelles fonctionnalités, où vous avez même ce qu'on appelle des ISV, donc des vendeurs de logiciels indépendants, qui viennent créer leur entreprise sur une plateforme telle que Salesforce. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être un géant, mais vous pouvez aussi ouvrir votre plateforme. Et moi, je crois à ce modèle hybride, de dire il faut que la technologie soit ouverte, accessible à tous. Alors, ça fait effectivement partie des valeurs du fondateur. Il y en a d'autres, c'est l'égalité des chances. Et je crois que vous avez vraiment aussi beaucoup de conviction pour porter ce thème. Vous êtes notamment la première femme, finalement, à prendre la tête de Salesforce France. Vous êtes maman de 3 garçons. Comment on réussit l'inclusion des talents, l'inclusion des femmes, l'égalité? Comment on fait pour accélérer là-dessus? Comment on fait pour accélérer là-dessus? Ouais. Déjà, c'est effectivement de proposer un environnement bienveillant où chacun doit pouvoir avoir l'opportunité de saisir sa chance. Donc, parce qu'on parle beaucoup des femmes et de l'inclusion. Il y a Corinne de Bilbao qui a été nommée côté Microsoft. Et pardonnez-moi l'expression, mais j'ai lu certains articles où souvent les hommes, ils ont du talent et puis la femme, elle a travaillé beaucoup. Ouais. Donc moi, j'ai aussi envie de vous dire que la diversité, ça passe aussi pour dire qu'on positionne des femmes qui sont cœur business, qui ont aussi du talent et qu'on dévoile. Et dans cette philosophie-là, c'est tout d'abord d'assurer au niveau du recrutement un vrai 50-50 sur le recrutement qui peut s'opérer sur la tech. La tech, c'est pas que du code. La tech, c'est aussi des métiers autour de la formation, de l'adoption, de l'organisation. Donc, c'est des métiers qui peuvent être plus larges que ça, où on peut avoir des viviers de femmes qui existent dans les écoles ou du commerce aussi. Donc, c'est au niveau du recrutement déjà, parce qu'il faut aller les chercher Dès le à la démarrage. sortie de l'école. Exactement. C'est à la sortie de l'école, au recrutement, il faut vraiment Qu'est-ce qu'on arriver a à comme imposer. processus de recrutement un peu nouveau qui permettent d'être plus dans la diversité? Oui. Alors, côté Salesforce, Tony Prophet est le patron mondial du recrutement et bizarrement, c'est assez étonnant, il est patron du recrutement et patron de la diversité et de l'inclusion. Okay. Et pourquoi jumeler les deux? C'est que comme ça, on peut travailler sur les biais inconscients, sur les formations contre les stéréotypes et faire en sorte d'imposer un vrai 50-50 au niveau du recrutement, quel que soit finalement le niveau de seniorité. Donc on se met une contrainte, un quota? On se met une contrainte. Alors, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce qu'au contraire, on y croit et donc du coup, on le fait? Donc, c'est aussi une volonté de le faire. Et ensuite, il faut savoir les accompagner dans la durée pour faire en sorte qu'il y a souvent un décrochage. Cédric O disait à Vivatech qu'il y a un décrochage que tout le monde connaît qui est au niveau de la période de 30-40 où on a la maternité qui arrive. Et il disait, le jour où l'État saura mettre en place un congé parental pour hommes ou femmes, ça permettra aussi de résoudre quelque côté l'image. J'avais envie de lui répondre. Côté Salesforce, on a mis en place depuis 4 ans un congé parental de 3 mois, payé, qu'on soit homme ou femme, ou quelle que soit même la préférence sexuelle. Et ça, on participe du coup au fait de discuter de ces sujets pour que justement ce ne soit plus un sujet de se dire est-ce que je dois embaucher une femme, est-ce qu'elle va avoir une grossesse ou pas. Il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de débat, puisque c'est pour tout le monde. Et donc là, j'ai vu sur votre compte LinkedIn, il y a 100 postes à pourvoir en France. 100 postes à pourvoir. Tout le monde peut postuler, donc.
Tout le monde peut postuler et c'est pour ça que dans le projet aussi de croissance de Salesforce sur la France, le projet est vraiment d'améliorer la proximité que l'on a auprès de nos clients dans cette logique de dire, il y a certes une plateforme, mais comment on intensifie l'adoption de la technologie. Donc il y a des métiers autour de cela. Et il y a aussi cette régionalisation que j'ai envie de pousser pour aller chercher des talents qui sont aussi dans les régions. Et une étude IDC montrait que certes, on a 100 postes aujourd'hui. Il y a 2000 postes ouverts côté Indeed, sur Salesforce. Ouais. Il y a 48 000 postes actifs sur Salesforce en France. Et quand on regarde la projection d'ici à 2024, c'est 154 000 postes autour de Salesforce. Donc il y a une vraie économie où le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le trait d'union entre l'offre et la demande. On a un problème d'adéquation qui est là. Et comme on a cette plateforme qui est ouverte, qui est gratuite, qui est accessible à tous, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'arriver à faire un petit peu le last mile où on peut tisser des relations avec des associations. J'ai été très touchée par l'association Chemin d'avenir, oui. que vous connaissez peut-être. J'en ai entendu parler, oui. Voilà, qui fait en sorte qu'on accompagne des jeunes pour pas qu'ils décrochent à la 3e, mais qu'ils arrivent à continuer à l'étude. Moi, ce que j'ai envie, c'est de faire le last mile en disant, on vous propose la formation et on vient les chercher et c'est gratuit. Et une fois qu'ils sont formés, c'est qu'on puisse justement leur proposer des jobs, que ce soit chez Salesforce, que ce soit chez nos partenaires ou que ce soit chez nos clients, puisque la demande est là. Super, eh ben on n'a plus beaucoup de temps pour le grand entretien. En général, se termine sur une interview express, donc on va aller encore plus vite que d'habitude. Je vous lance sur un mot, vous répondez très rapidement, s'il vous plaît, Émilie Sédikian. Vos rêves? Un impact positif. Vos peurs? Ma peur, problème de performance. Vos interrogations? Le monde de demain. Vous avez une idée fixe? L'humanité. Le futur, vous l'imaginez comment? Positif et optimiste. Et vous voyez la prochaine révolution du cloud, de quelle manière? Hybride. Hybride. Et dans 5 ans, vous voyez où? Dans 5 ans, là où je pourrais allier mes valeurs et mes convictions. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Émilie Sédikian. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Salesforce France. Merci d'avoir participé et au débrief et à la grande interview. Je sais que vous avez un autre rendez-vous à suivre, donc je vous laisse partir. Nous, on continue, c'est à suivre notre rendez-vous avec l'espace.